ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est l'annonce d'un ministre sur une nouvelle forme de laboratoire, dans la presse ou dans les collectivités, l'émergence tout partout de lab tout partout. On voit émerger la notion d'open lab, de fab lab, de living lab. La question, c'est de savoir si effectivement ça n'est juste qu'un phénomène médiatique, une trace comme ça, ou quelque chose de plus profond. Comment se retrouver dans cette forêt des labs qui émergent tout partout. Alors, bon, effectivement, on voit bien que derrière Open Lab, il y a l'idée d'ouverture des laboratoires. Donc on sort du laboratoire, quelque chose d'un peu sacralisé, un peu le privilège du laboratoire fermé, vers quelque chose qui s'ouvre. On est dans des approches de type Fab Lab, où l'idée c'est ceux qui savent faire sont capables d'inventer ensemble. Et derrière Living Lab, il y a la notion de confronter la créativité à la situation réelle, et à des situations réelles de vie. De mon point de vue, on ne peut pas dissocier l'émergence de ces labs et cette évolution de la notion de lab dans la société d'une réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est celle de l'émergence et de la nécessité d'innovation. Effectivement, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où le mot innovation apparaît de façon concomitante avec celui des labs et traduit quelque chose qui est plus profond, me semble-t-il, dans notre société contemporaine, qui est une nécessité d'innovation, de l'innovation contrainte, et aussi de nouveaux potentiels pour innover. Donc, quand je parle d'innovation contrainte, je veux évoquer le fait que l'innovation signifie un processus qui est la nécessité de ne plus faire comme avant. On voit bien que dans certains domaines, nous sommes confrontés à ne plus faire comme avant. Quand on regarde la démographie, nous sommes aujourd'hui dans une société qui, grâce à l'allongement de la vie, est confrontée à la vie en commun de 5 générations. C'est la première fois que ça se produit. L'humanité est confrontée à prendre des décisions avec des individus qui ont des références du monde complètement différentes. Au-delà de ça, on parle effectivement des phénomènes liés aux conséquences du vieillissement, mais effectivement, sur des sujets comme ça, vieillir et vivre ensemble, on ne peut plus faire comme avant. De la même façon, la société perçoit que l'univers est fini, nos ressources naturelles ne sont pas infinies. La préoccupation de la notion d'environnement ou la façon d'aller chercher de l'énergie pour différentes fonctions ne peuvent plus être évoquées comme elles étaient évoquées au 19e. À l'égard de l'environnement ou à l'égard de la recherche d'énergie, nous ne pouvons plus faire comme avant. Et on est bien dans une situation d'innovation contrainte. De la même façon, aujourd'hui, dans certains domaines de l'économie, on considère que l'économie de production a évolué vers d'autres formes et que peut-être au regard de ce qu'est aujourd'hui l'économie financière, certains courants se demandent si de nouvelles formes telles que les économies collaboratives ne pourraient pas être des formes d'innovation. Donc vous voyez bien, on est dans une situation où les labs sont une forme de réaction à des innovations contraintes. La société est en innovation. Et deuxième façon de l'aborder, effectivement, la société est confrontée à des nouveaux potentiels. On voit bien qu'on est passé de logique collaborative, qui était plutôt d'ailleurs participative. On évoquait à la fin du XXe siècle l'émergence d'une démocratie participative. On voyait bien dans les territoires ruraux que depuis les années 70, face à l'exode rural, c'est par des approches participatives et collaboratives que se structurait le développement rural. Et puis d'un seul coup, on voit apparaître dans l'industrie l'open design, les processus collaboratifs d'invention. La collaboration pénètre l'économie. Et pourquoi? En partie parce qu'effectivement, d'un seul coup, de nouveaux outils arrivent et bouleversent complètement le contexte. C'est l'avènement d'une société numérique. Et dans une société numérique, d'un seul coup, l'homme est prolongé de capacités de mémorisation supérieures à ce qui était les siennes. Il peut en même temps conduire une tâche 24 heures sur 24 en ayant des collaborateurs tout partout sur la planète. Alors que nous découvrons que le monde est fini, on voit s'étendre les possibilités de collaboration. De la même façon, ces possibilités de collaboration donnent lieu à des phénomènes de fond dans la société. On voit des communautés se constituer et considérer que la vision du futur n'est plus l'apanage des intellectuels, n'est plus l'apanage des élus, et on voit naître ça et là des individus qui se fédèrent derrière une préoccupation particulière et la volonté d'inventer le futur. Ça se traduit souvent, du point de vue de l'organisation spatiale, par l'émergence de territoires d'innovation. C'est-à-dire, à l'échelle où notre société permet de réaliser des actes, de rencontrer les autres, à l'échelle territoriale, se structurent des écosystèmes d'innovation. De mon point de vue, les labs ne sont qu'un phénomène de cristallisation au regard de cette dynamique globale.
Donc on a bien une dimension de refondation de la notion de laboratoire qui est complètement consubstantielle de la dynamique d'innovation. Alors, on passe d'une logique qui était un acteur, un sujet, à une logique plus systémique. L'approche classique de l'innovation, c'est effectivement le système d'acteurs de la recherche. L'institut de recherche, le laboratoire, les instituts techniques, avec une culture qui est celle, on invente, on transfère. Ce transfert, c'est la prise de conscience, effectivement, que une partie de la valorisation de la recherche peut se faire vers la sphère économique et que des passerelles ont été historiquement construites vers la valorisation. Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'on évoque la relation à un domaine, on est dans un système qui, lui aussi, est tout aussi complexe. Parallèlement, jusqu'à présent, la réflexion et la production de connaissances qui allaient vers l'innovation a profité d'un vecteur qui était important, qui était celui de l'appui de la sphère publique en termes de formation, en termes de soutien au recadrage de la société à travers un système de règles. Ce qui apparaît dans la notion de lab, c'est la mise en relation de ces trois systèmes avec un quatrième, celui de la société civile dans ses différentes formes. Cette société civile dans sa relation à l'entreprise, c'est effectivement l'utilisateur, mais l'utilisateur client, celui qui formule une demande et qui est prêt à payer, au regard de sa demande, la valeur du service ou du produit qu'on va lui demander. De l'autre côté, on a aussi un utilisateur administré ou usager des services publics, c'est-à-dire celui qui, au regard des nouvelles formes, va être l'utilisateur ou non des nouvelles modalités que la sphère publique lui propose de mettre en œuvre. Au-delà de ça, on voit bien aujourd'hui des communautés d'utilisateurs citoyens, c'est-à-dire des gens qui se regroupent parce que pour eux, la mutation de l'économie ou la préoccupation de l'environnement nécessite de revoir le fonctionnement du monde et sont eux-mêmes des potentiels créateurs. Donc, la société de l'innovation que nous voyons émerger est effectivement aujourd'hui une société qui élargit le domaine ou le périmètre de laboratoire vers une interaction entre différents systèmes de création. Les Living Labs, c'est effectivement des ambitions déclarées et un process pour innover. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il est nécessaire au départ de se dire pourquoi fait-on ça, qui veut quoi et quel est le bénéfice que chacun veut en tirer. Donc on peut effectivement décrire les Living Labs comme une dynamique qui est fondée sur des collaborations entre différents systèmes d'acteurs, d'où l'intérêt de dire dans quoi on s'embarque quand on est plusieurs, et un process qui effectivement fait apparaître une chronologie fondée sur des itérations entre ces différentes communautés. Le petit retour d'expérience que l'on a sur les Living Labs nous amène à essayer d'exprimer cette dynamique au regard d'un souhait d'impact dans trois sphères. Les Living Labs affichent clairement la volonté que l'innovation soit un résultat à la fois scientifique, à la fois sociétal et économique. C'est pour ça que, pour pouvoir décrire les Living Labs, je me suis prêté à un exercice qui n'engage que moi. Essayer de qualifier sur chacune de ces dynamiques ce que sont les ambitions dans chacune de ces dynamiques. Si on prend la dynamique scientifique, on peut considérer que ce qui est aujourd'hui l'acquisition par le corps social de la rigueur et des règles de la science, c'est dans un premier temps, quand on fait, de pouvoir asseoir la réflexion sur une production de données ou une documentation fiable et vérifiée. Le deuxième niveau d'ambition de la science, c'est effectivement de créer de la connaissance. Aujourd'hui, on voit bien que les missions qui ont été confiées par la sphère publique au laboratoire, c'est d'aller jusqu'à de la valorisation économique de leurs travaux. Et on constate aujourd'hui que sur des sujets un peu pointus, la valorisation, ça ne suffit pas. On peut s'arrêter là, on peut effectivement dire, voilà les résultats de la recherche, vous pouvez vous en emparer. Mais dans certains domaines, comme la prise en compte de l'environnement dans l'agriculture, on voit bien qu'il s'agit aussi d'accompagner dans le changement des pratiques. Et l'accompagnement dans le changement des pratiques, c'est une itération qui caractérise particulièrement le phénomène de l'innovation. C'est bien la réceptivité et le début de changement de pratique qui génère de nouveaux moyens, de nouveaux besoins. Ces nouveaux besoins, suscitant des questions, remobilisent la recherche et on est dans cette itération. La dimension sociétale, elle est effectivement dans ces phénomènes de lab, on peut la caractériser de cette façon-là. Le premier niveau, c'est effectivement un phénomène assez nouveau dans notre société, c'est cette dimension de reconnaître les savoirs profanes ou les expertises profanes. Le boulanger sait quelque chose, l'agriculteur de même a une expertise, et son point de vue est tout aussi important quand on cherche à inventer quelque chose que celui du chercheur. C'est bien la synergie entre ces deux sphères qui va faire la faisabilité de la solution envisagée.
La deuxième dimension, c'est effectivement, et ça dans le monde agricole on en a l'habitude, mais la création d'une dynamique sociétale au regard de la mise en commun des savoirs. Et bon, le monde agricole pour lui c'est une banalité, en ville c'est un peu différent, sur d'autres sujets c'est plus nouveau. L'idée de créer effectivement des réseaux d'intelligence collaborative, pour moi, une coopérative, une CUMA, c'est déjà un réseau d'intelligence collaborative. Mais dans d'autres milieux, c'est sur des processus qui démarrent. Le troisième niveau sociétal, c'est celui de répondre à un enjeu. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de labs qui se préoccupent et qui ont pour viser un enjeu particulier. La relation à l'environnement, une nouvelle solution d'énergie. Et le quatrième niveau qui caractérise en soi les Living Labs, c'est effectivement celui de chercher à faire en sorte que cette réflexion d'innovation dans un domaine trouve sa faisabilité par son articulation à la vie réelle, c'est-à-dire les compromis qu'il est capable de faire avec d'autres domaines. La dialectique environnement-économie n'est pas toujours facile à organiser sur un territoire. Quand on est le président d'un PNR, on est confronté en permanence à ce dilemme. C'est ça la vie réelle. De la même façon, chaque individu, tous les jours quand il se regarde dans la glace, est obligé de faire un compromis entre ses principes et principes de réalité. Donc ça, c'est la vraie vie, et l'innovation, c'est la prise en compte de la vraie vie dans le process. D'un point de vue économique, le curseur peut être développé de cette façon-là, mobiliser des expertises et des savoir-faire d'utilisateurs finaux, sans pour autant essayer de construire de la valeur, mais c'est reconnaître cette dimension-là. On le voit bien dans les Fab Labs en entreprise. On valorise la collaboration par son résultat, on ne lui donne pas forcément une monétarisation. C'est la même chose dans les Fab Labs qui se développent spontanément. L'idée, c'est plutôt de se dire, on peut sortir du système économique de monétarisation, la valeur est d'une autre nature. Au-delà de ça, le deuxième niveau, c'est plutôt inventer de nouveaux produits, de nouveaux services, et c'est ce qui fonde la logique des Living Labs. Au-delà, quand on est dans un contexte territorial, et je pense à Céréales Vallée, on voit bien que l'ambition économique d'un écosystème territorial s'articulant à Living Lab, ça peut être effectivement de vous faire en sorte que différents agents économiques s'organisent entre eux pour élaborer un projet innovant. Et là, on est dans la structuration de chaîne de valeur. Et au-delà de ça, on peut sortir du seul champ, entre guillemets, de la production économique et revenir sur l'écosystème. La valeur économique d'une innovation, elle participe au développement d'un territoire par l'image qu'elle produit, l'attractivité, la création d'emplois, l'économie présentielle que ça peut générer. Donc, les Living Labs, on peut positionner les Living Labs sur ces trois curseurs et considérer effectivement que de façon générique, la moyenne des Living Labs se situe de cette façon-là. C'est-à-dire à un niveau 4, systématiquement au niveau scientifique, et de ce fait-là, je pense qu'il est effectivement important que la communauté scientifique soit la première à réfléchir sur ces notions, qui sont en construction. D'un point de vue sociétal, on est effectivement dans quelque chose qui est l'articulation d'un enjeu particulier à une dimension, à des objectifs de nouveaux produits et de nouveaux services. Et d'un point de vue économique, ce qui est le fondement des Living Labs dans leur genèse au départ, c'est effectivement de créer de nouveaux produits et de nouveaux services. Le socle de départ de la création de ces dynamiques, c'est comment imaginer de nouveaux produits ou de nouveaux services qui prendraient en considération un ou des enjeux sociétaux avec l'implication d'une rigueur scientifique dans le processus d'invention. Donc, les piliers d'un Living Lab, on peut les formuler de cette façon-là. C'est toujours l'articulation de trois dynamiques, la création d'une forme de collaboration avec les utilisateurs finaux, avec comme préoccupation fondamentale de développer de nouveaux produits ou de nouveaux services. Dans le génome des Living Labs, il y a l'idée que la conduite du changement dans l'innovation passe par les vecteurs de l'économie. C'est pas le cas des Fab Labs, par exemple. C'est pas le cas d'autres labs. Mais dans les Living Labs, la dimension économique est fondamentale dans le process. Pour comparer les Fab Labs, on peut les voir de cette façon-là sur cette grille. C'est-à-dire, on a bien le souci d'articuler des éléments de cette dynamique, mais seulement deux dimensions, scientifique et sociétale. On voit bien que l'exigence scientifique des Fab Labs, bien sûr, elle peut aller jusqu'au niveau 4, mais dans leur moyenne, elle est plutôt sur, de façon basique, se contraindre à documenter tous les process qui sont réalisés dans le Fab Lab. Et la préoccupation centrale du Fab Lab, c'est plutôt l'empowerment et la valorisation des expertises de chacun. Comme mes propos sont des propos de profane, je me suis dit qu'il fallait que je cite quelqu'un d'important. J'ai repris ce schéma, qui est un schéma assez historique dans la définition des Living Labs, pour vous permettre de lire, sans forcément le reformuler, une formulation qui date
qui date du début des années 2000 et qui, de mon point de vue, incorporait déjà tout ce que je viens de dire. Moi, je vous témoigne d'expérience, et vous avez des personnes qui avaient clairement formulé le départ. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est systématiquement, derrière les Living Labs, vous avez systématiquement une intention qui part de l'invention de nouveaux produits ou de nouveaux services, en articulant des enjeux sociétaux, en faisant évoluer la dimension de l'intérêt public ou de la sphère publique et de la sphère privée, dans des contextes réels, avec le souhait et le souci d'une rigueur qui est celle de la science. Living Lab, process et contexte. L'idée, c'est dans un premier temps de vous décrire la dynamique, de préciser un peu la chronologie et de revenir à la formulation un peu diverse qu'on peut mettre derrière situation de vie réelle. Donc, vous l'avez compris, la dynamique des Living Labs se décrit à l'articulation de ces 4 sphères que sont recherche, activité économique, communauté d'utilisateurs et sphère publique. Ce que je veux montrer là, c'est que les Living Labs sont le produit d'une réalité sociale. Aujourd'hui, l'émergence d'une idée d'innovation n'est pas le privilège de la sphère de la recherche ou de la sphère de l'activité économique. On a aujourd'hui la possibilité, le constat, d'une émergence d'innovation qui peut provenir d'une de ces 4 sphères. En l'occurrence, quand j'évoque la recherche, on a l'habitude de voir des résultats de recherche, formuler des nouveaux process ou des nouveaux moyens techniques qui donnent lieu à des idées éventuelles de nouveaux services. Aujourd'hui, il est communément reconnu qu'effectivement, on peut aussi identifier des phénomènes de société où des groupes de population de la société civile expriment des besoins particuliers. Quand on dit ce qu'on mange a un sens pour nous, d'un seul coup, on voit émerger derrière cette préoccupation et cette relation à l'alimentation qui est nouvelle, des soucis de traçabilité et de qualité. Or, la question, c'est comment on trace et comment on assure de la qualité. Et ça pose des questions à la sphère publique en termes de réglementation, mais aussi à la recherche et aux acteurs économiques en termes de process. Comment est-on capable de rendre compte d'une exigence des consommateurs à l'égard de leur alimentation? Du point de vue de l'activité économique, c'est plus classique, effectivement. C'est le boulot des entreprises d'avoir tous les jours le souci de l'innovation et donc d'inventer de nouveaux services ou de nouveaux produits. Et on peut prendre un exemple qui est effectivement comment utiliser des ressources de la science vers de nouveaux services de conseil à l'irrigation, qui s'intègrent à la fois dans une préoccupation de productivité, mais sur un souci nouveau sociétal qui est celui de la gestion intégrée de cette ressource en eau. De même, on a des générateurs beaucoup plus classiques d'innovation qui sont le couperet de la réglementation. Et j'ai pas mis d'exemple pour pas être polémique, parce que je sais que dans la sphère de l'agriculture, cette pression réglementaire, elle est forte. Donc ce que je veux que vous reteniez, c'est que les labs ne sont que l'expression opératrice d'une réalité contemporaine qui est l'innovation, et les générateurs d'innovation ont des sources aujourd'hui multiples. Deuxième façon de représenter les choses, celle-ci. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a eu l'idée ou le motif d'innovation, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas un acteur prépondérant. Quand on n'est plus dans une logique ou en mode recherche-valorisation, mais qu'on est en mode recherche-innovation, on est dans une interaction entre les 4 systèmes et les moyens de ces 4 systèmes. Du côté de la recherche, on est dans des logiques de projets de recherche, de mobilisation de thésards à l'interface avec la sphère de l'entreprise. Dans l'entreprise, on est dans une logique de la R&D vers du design de services ou du design de produits. Du côté de la sphère publique, on soutient ce genre de choses dans les territoires avec l'aide des dispositifs d'État par des labels, je pense à French Tech par exemple, par des outils comme les incubateurs, par du financement. Tandis qu'effectivement apparaît une 4e dimension contributive qui est celle de la possibilité de mobiliser les utilisateurs finaux dans le processus de création et d'expérimentation. Et dans le monde agricole, c'est pas un grand pas à franchir. Certaines coopératives sont déjà dans cette dynamique. Le pas à franchir, c'est celui de cette expérimentation thématique ou très focalisée sur un objet vers l'articulation à la dimension sociétale du projet. Et le fait que ces 4 dimensions collaborent dans une dynamique d'innovation ensemble. Le changement que ça génère, c'est qu'il n'y a pas forcément de pilote dans l'avion. Et que chacun des acteurs doit à la fois être proactif et réactif.
Et excusez-moi, mais ça n'est pas la qualité du monde académique que d'être réactif dans les mêmes temporalités que celui de l'économie, par exemple, ou celui de la réglementation. Donc le vrai enjeu, ce n'est pas de faire évoluer la qualité des uns et des autres, c'est de réussir à trouver, dans cette dynamique de Living Lab, une synchronisation des processus, parce que l'interaction entre les acteurs dépend d'une négociation sur des temps communs. Donc, puisqu'on parle de temps, je vous propose une représentation chronologique. Ce qui fonde ces dynamiques de Lab, et moi, qu'on soit bien clair, hein, je ne vous présente que des travaux qui ont été faits par d'autres. Mon humilité, c'est celle-là. Donc là, je vous présente une figure qui montre de quelle façon le processus itératif, en tout cas, détermine 3 étapes très génériques. Il y a toujours une phase de conception, il y a toujours une phase de prototypage qui donne son importance à l'expérimentation, et une phase de développement qui donne toute son importance à la dimension de la faisabilité. Donc quand on zoome sur la contribution de l'utilisateur à chaque étape, dans un premier temps, c'est bien ce que chaque usager porte de la complexité du monde dans son appréciation de l'usage qui va permettre de préciser ce sur quoi on va travailler. Du point de vue de l'entreprise, c'est très bien vu dans le livre blanc des Living Lab, cette idée-là, pour les entreprises, c'est une forme de sécurisation. On évite d'aller dans vers des pistes qui ne sont pas faisables. Dans un deuxième temps, effectivement, l'idée du prototypage, c'est de confronter ça à des dimensions de vie réelle. Et est-ce que ça rentre dans une planification opérationnelle? Est-ce que c'est faisable dans le jeu entre les acteurs? Est-ce que ça donne pas trop de pouvoir à l'un et à l'autre qui va complètement inhiber la solution qu'on imagine? Jusqu'à aller vers une troisième étape où l'utilisateur il est confronté, y compris à la dimension économique de la faisabilité de la solution. Donc vous voyez bien, tout process d'innovation en mode Living Lab procède d'une dynamique itérative fondée sur ces 3 temps. Mais pas seulement. La particularité des Living Labs, c'est à l'échelle de cette itération, il faut être un véritable chef d'orchestre. Il faut gérer en même temps non seulement des impacts économiques, mais le suivi et l'évaluation de 3 natures d'impact, puisque un Living Lab, ça a l'ambition de produire des impacts dans ces 3 sphères. Donc le pilotage d'une démarche Living Lab, c'est garantir en même temps qu'on produit bien un impact sociétal, économique et scientifique. Pour l'instant, la légitimité d'un acteur à faire ça, elle n'est pas si évidente que tout en étant en même temps un organisateur et un coordinateur du système d'acteurs complexe sur lequel je vais chercher à approfondir. Donc la notion et le contexte, différentes échelles possibles. Et mon propos, c'est de dire qu'effectivement, quand on parle de Living Lab, on peut parler simplement de projet en mode Living Lab. Et qu'un projet de recherche peut tout à fait s'organiser en mode Living Lab. Il suffit, entre guillemets, de mettre en œuvre les principes que je viens d'évoquer et de se contraindre à ces règles. On peut imaginer aussi que, et c'est le cas, que des Living Labs existent sous forme de structure. Une entité se crée et entre guillemets, elle se décrète Living Lab parce qu'elle a vocation à organiser une série d'actions, un programme d'actions en mode Living Lab. Ça veut dire qu'elle incorpore des objectifs thématiques, une temporalité et un staff et des ressources humaines qui ont vocation à la fois à générer des projets, piloter des projets, garantir leurs impacts. Mais on peut l'imaginer de façon beaucoup plus large. On peut aussi envisager que la dynamique Living Lab s'inscrive dans une logique d'écosystème territorial d'innovation. Je suis bien obligé d'évoquer cette dimension, c'est l'ambition même du LIT. Dans la dimension écosystème territorial d'innovation, il y a une dimension supplémentaire qui s'ajoute au projet, c'est la valeur sociétale appréhendée à une échelle qui est celle du territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit ambition sociétale, intervenir sur le réchauffement climatique, c'est très joli. Mais quand on est dans un vrai territoire, avec une gouvernance, avec des plans climat-énergie territoriale, on a des dispositifs et des outils de la gouvernance et du gouvernement local qui permettent d'appréhender ce que ça signifie une ambition sociétale à l'échelle d'une société concrète, organisée, avec des gens qui ont à la fois des pouvoirs et des devoirs à l'égard des citoyens. Donc la dimension territoriale, elle a la particularité de proposer une échelle où les individus impliqués sont non seulement dans le projet, mais dans l'appréhension des impacts. Voilà, mon humble contribution, c'était de vous amener jusqu'à là, en vous proposant, entre guillemets, de partir du phénomène sociétal jusqu'à quelque chose qui est un peu le process. Au-delà de ça, l'humble soutien que je suis, l'animateur, l'accompagnateur de ces démarches, passe la main à des témoins, des gens qui se sont impliqués dans des démarches.
Nous avons, quand on est élu d'un territoire rural, je pense, la responsabilité de créer les conditions dans ces territoires ruraux qui permettent en quelque sorte, à travers donc, ce qu'on appelle ici par exemple un laboratoire d'initiative rurale, mais de faire du coworking, de faire des incubateurs, de faire rencontrer des acteurs qui ont des idées et ceux qui ont la maîtrise donc, de cette nouvelle technologie, si on peut dire, pour que nous aussi on prenne ce train de la modernité, parce qu'autrement, je pense que ça va évidemment accélérer la mise à l'écart de ces territoires ruraux qui ne pourront pas employer ce nouveau langage, en quelque sorte, qu'on peut résumer. Et puis aussi de travailler à éviter cette fracture numérique. Il y a donc une dizaine d'années, j'ai essayé de m'intéresser à ce que pouvait développer sur un territoire rural comme le pays porte de Gascogne dans le Gers, un pôle de compétitivité comme celui de la Espace Vallée, donc à Toulouse, et de proposer que ce territoire organisé en pays, d'environ 60 000 habitants, très proche du pôle de compétitivité, puisse être un territoire d'expérimentation pour permettre justement d'injecter des technologies, des méthodes nouvelles qui permettent à la ruralité de pouvoir en quelque sorte se développer et participer à l'essor de ce pôle de compétitivité. Sur un territoire, à partir du moment où on arrive à obtenir un désenclavement numérique de bon niveau, l'objectif de permettre à la ruralité de s'inscrire aussi dans l'innovation et de s'inscrire dans la capacité de pouvoir faire émerger des start-up dans des domaines qui la concernent, comme les filières courtes. Bien, le projet NERFAT est issu, je dirais, d'une succession de démarches à partir d'un capital cadurcien que nous avons et qui est le patrimoine. Le patrimoine, on le retrouve à chaque coin de rue, à Cahors, ville d'art et d'histoire, monument intégré dans le patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques, monument historique, patrimoine matériel, patrimoine immatériel, c'est vraiment une capacité très importante de notre territoire. Et à partir de cette capacité, j'ai essayé, et avec moi toute l'équipe, élus, équipe municipale et le conseil communautaire ainsi que les services, à structurer une politique qui s'est auto-alimentée. Et à partir de là, en autoconstruction, je dirais interne, services, élus, partenaires au titre de l'Association des villes et pays d'art et d'histoire, de la CAPEB, etc. Nous avons co-construit ce projet et nous avons fait émerger NERPAT pour Énergie Patrimoine dans une triple dimension, une dimension de formation, une dimension de recherche, une dimension d'innovation et de développement économique. Et c'est cette dimension-là qui s'auto-alimente et qui s'auto-construit, je dirais, progressivement et qui constitue pour nous, ville de Cahors et communauté d'agglo du Grand Cahors, l'équivalent d'un phare un petit peu, du moins une signalétique et une singularité de notre territoire, puisque nous commençons à développer une reconnaissance au-delà de local, régional, national, et nous sommes donc avons candidaté sur un projet également européen dans le cadre du programme Interreg Sud-Ouest. Voilà, c'est un projet qui se veut très dynamique, très constructif, et qui se positionne vraiment dans des cycles de formation, des cycles de recherche et des cycles d'innovation. Tout ça est maintenant en opérationnel. Mais en opérationnel, je dirais, je vais employer un mot singulier, un opérationnel primaire. Parce que je pense qu'il y a une perspective beaucoup plus importante à développer à partir de cette trilogie et de cette thématique. La notion de Living Lab, c'est un élément qui est très important parce que
cette co-construction s'est faite effectivement avec l'ensemble des partenaires de la collectivité et en interne au niveau des agents, mais également avec la population. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs, puisque nous sommes en train de créer un conseil citoyen dans lequel les habitants sont partenaires de la collectivité et force de proposition pour vraiment être acteurs de leur vie, de leur ville. Mais il y a une dimension complémentaire également qui est importante, c'est que tout ce qui touche à l'amélioration énergétique est fortement lié au comportement de l'usager. Ce comportement de l'usager donc est important, que l'on soit propriétaire, que l'on soit locataire dans un organisme HLM ou dans le privé. Nous avons là affaire à un comportement face à la problématique énergétique qui est différenciée et donc qui nécessite un accompagnement ou des solutions adaptées à ce comportement. Donc voilà les éléments dans lesquels la partie, je dirais, sociétale ou la partie humaine est vraiment partie prenante de notre projet. Les laboratoires, nous, ils sont à Toulouse, ils ne sont pas à Cahors. Et nous avons eu la prétention, et nous la confirmons, d'être un terrain de travaux pratiques pour les laboratoires toulousains. Et ça, c'est vraiment relativement intéressant et nous sommes très fiers et très satisfaits d'avoir, que ce soit le LMDC, le laboratoire de l'INSA, le LRA, le laboratoire d'école d'architecture, qui sont régulièrement à nos côtés dans l'ensemble de nos projets que nous menons. De la même manière, l'innovation, et là c'est une start-up toulousaine avec qui nous travaillons depuis 3 ans, mais pour préparer un projet, ça y est, il rentre maintenant dans sa phase opérationnelle également. Donc une matière vraiment intéressante et je dirais que les espoirs que nous avons au travers de cette stratégie, il est double. Il est double. Le premier, c'est de transformer, notre ville est en train de se transformer en ville laboratoire. D'abord, de par sa spécialisation patrimoniale, puisque tout ce bâti médiéval du secteur sauvegardé est souvent couvert d'enduit et c'est une découverte patrimoniale scientifique que nous avons à explorer systématiquement à chaque chantier qui est engagé sur un bâti. La deuxième ambition, elle est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus dans une filière de développement, c'est d'essayer également de retrouver, donc à partir de cette trilogie formation, recherche, innovation, aussi des filières économiques qui peuvent se développer sur des matériaux d'éco-rénovation, mais également sur des incubateurs pour un incubateur style pépinière d'entreprise pour développer une ingénierie adaptée et des techniques vraiment adaptées à l'éco-rénovation. Pourquoi s'intéresser au Living Lab? Alors, le point important là-dedans, si vous regardez quelque chose, c'est ce qu'on appelle les niveaux de maturité technologique. C'est une chaîne imaginée par la NASA au départ. Donc TRL1, c'est la recherche fondamentale. TRL9, on rentre dans le système opérationnel. Et grosso modo, les laboratoires, ils sont entre 3 et 4. C'est-à-dire, en gros, ils vont jusqu'à la démonstration d'une technologie, d'un produit. Pardon. Ah, pardon. 2 minutes. Bon, le souci principal, quand on fait des travaux sur l'innovation, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. Donc passer des savoir-faire prototypes dans le laboratoire à des systèmes opérationnels. Alors, je vais peut-être sauter tout ça. Voilà. Donc, le retour d'expérience en 2 slides. Pour un laboratoire, l'intérêt, c'est qu'on va construire des relations pérennes avec un certain nombre d'acteurs, dans la confiance et dans la durée. Ça, c'est important. Ça donne un surcroît de sens à la recherche, dans la mesure où il y a une utilité sociale ou économique qui apparaît. Et puis c'est une manière aussi d'imaginer, d'identifier plutôt de nouvelles questions de recherche. Donc c'est cet aller-retour entre le terrain, les acteurs, le laboratoire de recherche qui permet d'être dans une recherche, j'allais dire incarnée et non pas un peu éthérée. Les faiblesses du dispositif qu'on a trouvé jusqu'à présent, c'est difficile d'impliquer les entreprises privées dans le système et surtout difficile de les faire travailler de manière collaborative, j'allais dire en grappe.
Il y a une question de financement, c'est-à-dire que pour un laboratoire, se faire financer sa participation à ce genre d'exercice Living Lab, il n'y a pas vraiment jusqu'à présent de cadre bien identifié, donc on est un peu obligé de tordre les dispositifs. On y arrive, mais bon, voilà, c'est pas forcément facile. Ce qui nous a paru important aussi, c'est cette relation avec le développement territorial. Alors, c'est peut-être pas toujours faisable ou nécessaire, mais une association progressive, puis à divers moments, pas forcément d'un coup, de la recherche des entreprises, des acteurs publics ou des coopératives, avec un développement territorial comme objectif, c'est quelque chose qui donne du sens au dispositif. Et puis, bon, les risques d'instrumentalisation. Living Lab, existe-t-il un rapport de force? Le consommateur a-t-il les mêmes droits d'accès qu'une entreprise, par exemple? Alors, les rapports de force, ils existent, oui. Ils existent comme ils existent tout le temps. Ce qui est important, c'est qu'on voit deux types de contextes. Des contextes dans lesquels on est dans l'informel, ou l'implicite, et où le rapport de force ne donne pas lieu à un cadrage. Le projet européen dont a fait part Gérard, c'était justement l'idée de voir de quelle façon on pouvait aller dans la formalisation de la confrontation des enjeux des uns et des autres avant même de lancer le projet. Tout à l'heure dans l'itération, je n'ai pas développé cette phase-là, mais avant même, le socle et les racines d'un Living Lab sont capitales. C'est la capacité et la volonté de contribution des utilisateurs finaux. Questionne effectivement les deux questionnements les deux sujets qui ont été évoqués dans les questions. C'est comment on formalise la garantie des intérêts des différentes parties prenantes. 2, de quelle façon la production de valeur va être, entre guillemets, traduite de façon équivalente pour les quatre parties. Alors merci de soulever cette problématique, parce qu'on a là des questions qui sont directement liées à ce sujet. Quel est le contrat social, nous dit l'un des participants à nos travaux, le contrat social entre les différents acteurs? Donc ça, c'est la question de la gestion des rapports de force et, le cas échéant, du partage de la valeur ajoutée à l'issue de cette démarche de recherche et de développement. Et puis après, on a des questions qui, elles, sont relatives, alors là, carrément à la propriété intellectuelle. Comment est-ce qu'on gère la propriété intellectuelle? Comment sont structurés les droits d'accès des différents acteurs au dépôt ou même à la collaboration à un projet donné? Pardon, je vous les envoie un peu comme ça en masse, mais il y a une logique quand même derrière tout ça. On voit d'ailleurs que notre public suit avec beaucoup d'attention sur la propriété intellectuelle et sur plus largement encore sur le partage des bénéfices au sens large des découvertes qui sont faites au sein d'un Living Lab. Alors, le retour d'expérience, en tout cas le mien, à cet égard, il est relativement faible. Sur le contrat social, vous voyez bien, vous vous souvenez le schéma où je montre qu'effectivement, il peut y avoir des genèses d'innovation qui partent de différents endroits. La nature du contrat va être relative à la nature du générateur. Quand l'innovation est suscitée par la réglementation, on est dans une logique, entre guillemets, qui est pilotée par le public. Quand on est dans une initiative d'une entreprise, c'est sa logique qui prime, et effectivement, là, il faut un acteur, animateur tiers pour réguler les rapports de force et la formalisation du consortium. C'est très clair, parce qu'effectivement, il faut contractuellement se mettre d'accord sur, ce qu'apporte chacun, de quelle façon il contribue, et qu'est-ce qu'il en attend. Sachant que quand on rajoute la notion territoriale, on rajoute un tiers qui peut être organisateur de la contribution des usagers. Les usagers peuvent être contractants directement, les communautés de pratique, mais on peut aussi considérer que c'est via l'intermédiation d'une collectivité territoriale que des communautés d'utilisateurs se mobilisent. Mais vous dites bien qu'il y a un enjeu dans le fonctionnement d'un laboratoire, enfin d'un Living Lab, un enjeu de régulation et un enjeu de contractualisation aussi entre les acteurs. C'est ce que vous venez de nous dire. Oui, l'enjeu, il est celui de l'intermédiation, c'est-à-dire, vous voyez bien, 4 sphères, 4 cultures différentes, un seul vecteur commun, l'innovation. Le compromis sur éventuellement des finalités économiques, sociétales et scientifiques, il n'est pas si évident que ça, parce que les cultures sont très différentes. Donc la question fondamentale, c'est objectiver les impacts attendus par chacun des acteurs, et de quelle façon on peut matérialiser ce contrat.
De ce point de vue-là, aujourd'hui, le retour d'expérience, il est relativement faible, parce qu'en fait, les retours d'expérience qu'on a, c'est plutôt sur des Living Lab en forme projet de recherche. Et là, on est dans des formes de propriété intellectuelle relativement classiques. Il y a une question, et c'est la dernière pour l'instant, qui est d'une certaine manière une remise en cause du modèle du Living Lab et de la dimension plurielle des acteurs qui évoluent à l'intérieur. Je vous livre la question telle qu'elle est libellée. La multiplicité des acteurs ne peut-elle pas être un frein à la fluidité et à la réactivité du processus par rapport à des unités, des petites unités plus appropriées a priori? Alors je réponds oui. C'est complexe. La complexité, ça génère des turbulences, et les turbulences de l'inertie. La question c'est à quoi est relativisée cette inertie? Si elle est relativisée à l'accès au marché de l'entreprise, ça peut poser problème. Si on est dans la temporalité de la recherche sur l'innovation, ben, ces perturbations et ces turbulences, c'est la réelle. Il faut les prendre en considération. Ça fait partie du principe de réalité. Peut-on avoir une organisation plus performante par rapport à des enjeux d'un ou l'autre des acteurs? C'est le rapport de force de la négociation préliminaire. Effectivement, on va se donner une priorité à l'ouverture ou à la vitesse dans l'appareil photo qu'on organise. C'est forcément... Donc, Living Lab, si je dois résumer, c'est au regard des enjeux et des objectifs que j'ai précisés dans l'exposé, c'est forcément la construction d'une représentation partagée, et dans ce sens, ça se rapproche du développement territorial, c'est-à-dire une visée, une stratégie partagée. Donc, la construction d'une métaculture de la communauté concernée, ou des communautés, ça prend du temps. Donc, forcément, c'est plus long qu'un processus marketing classique ou une R&D piloté par une firme dans une approche très marketing. C'est plus long qu'un processus de valorisation, c'est-à-dire un laboratoire qui compare le fait de mettre sur étagère à disposition et à la société d'accélération de transfert un brevet. Pour lui, ça va être beaucoup plus long de s'impliquer dans un processus d'itération. Quand Gérard décrit ce qu'il évoque, il évoque le lancement d'un Living Lab sur le satellitaire il y a 15 ans. Les modalités de transfert potentiel du travail de la recherche, c'est l'année prochaine. Vous voyez, c'est pas le cycle d'une thèse. Alors, une autre question qui vient de tomber, n'est-elle pas tombée un peu tôt, compte tenu du fait que nous n'avons pas encore décrit ce que pourrait être le LIT, mais quand même elle mérite d'être soulevée à ce stade. Comment être sûr que les agriculteurs bénéficieront du LIT, qu'ils ne seront pas uniquement utilisés en tant qu'outil? Vous posez la question de l'instrumentalisation. Oui, ben ça c'est pas le projet, c'est pas le débat du LIT, c'est le débat de la société contemporaine aujourd'hui. Quand j'ai dit que les labs étaient en fait l'émergence d'un iceberg qui est la mobilisation de la société civile, on est bien dans un système de suspicion à l'égard du pilotage, soit de l'initiative publique ou de l'initiative privée. Et aujourd'hui, c'est des formes d'empowerment qu'on constate. Donc, la réponse à ça, c'est le rapport de force qui était des questions antérieures. C'est comment on arme, entre guillemets, une négociation préliminaire quant au rôle et à l'implication de chacun. Et effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la négociation du résultat attendu à long terme, parce que les effets sociétaux, c'est pas du court terme. Mais les effets économiques, ça peut être du court terme. Donc en gros, c'est des accords qui peuvent aussi chanter la question de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, j'ai contribué à ce projet, on va déboucher sur une perspective de service. Nous, partie prenante, co-créateurs, nous revendiquons éventuellement soit des royalties, soit un accès à ce produit dans des conditions tout à fait privilégiées. Voilà, c'est pas fumeux, c'est très concret. On contribue, on peut apporter quelque chose, on a des exigences, on les négocie. On a avec nous deux agriculteurs, donc on leur posera la question tout à l'heure. Gardons-la en régie, si vous voulez bien, celle-là, pour la poser à ceux qui sont directement concernés. On revient avec une nouvelle question, à la question au sujet de l'organisation et de la régulation que vous évoquiez tout à l'heure, la question de chef d'orchestre en fait. Pourquoi pas plusieurs chefs d'orchestre à l'échelle de l'ensemble du Living Lab, donc une espèce de gouvernance partagée ou un conseil d'administration, quelque chose comme ça, ou alors plusieurs chefs d'orchestre qui auraient chacun la responsabilité d'un projet, une logique par projet donc. C'est absolument pas contradictoire. C'est-à-dire la question, c'est la question de l'ambition du projet. Si on est dans un projet d'écosystème, on est dans un système, entre guillemets,
public organisé. Soit on se réfère au bassin d'emploi ou à un bassin d'influence d'une entreprise, soit on se réfère à un bassin de vie, et dans ces cas-là, on est dans une gouvernance privée-publique au regard des ambitions de développement d'un territoire, et on a une gouvernance de l'écosystème. À l'intérieur de l'écosystème, on peut avoir des projets d'innovation qui ont eux-mêmes un pilotage, et à l'intérieur de ces projets d'innovation, des projets de recherche qui ont eux-mêmes leur propre gouvernance. On est plutôt dans un processus de poupée russe, avec une coordination et une culture commune. L'enjeu, vous l'avez entendu, les gens d'Acadie Lab, ils sont pragmatiques. L'enjeu, c'est de commencer petit, de faire en sorte que les infrastructures d'une démarche comme celle-là ressemblent plutôt à un terrain de camping, pouvoir déplacer la tente, être dans la logique d'expérimentation qui est le fondement de la culture des Living Lab, tester, essayer, prendre un pain, se casser la figure, recommencer ailleurs, mais dans une logique de bienveillance. C'est-à-dire l'enjeu, il est vraiment dans la négociation préliminaire de l'ambition pour que l'échec de l'un ne soit pas la réussite du voisin.